Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Et fêlés car les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je vous propose d'entamer cette seconde séquence qui va s'intituler le flashback dans les stratégies de comportement, c'est-à-dire le retour dans les étapes de socialisation dans lesquelles vous avez commencé à développer des stratégies de comportement sans en avoir confiance, avec plus ou moins de souffrance. Séverine, est-ce que tu veux bien commencer ? Est-ce que tu peux nous dire quelles épreuves tu as dû affronter et quels mécanismes tu as développés pour pouvoir vivre ou survivre ? La caractéristique d'une personne hypersensible, c'est qu'elle capte énormément d'informations, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans la relation qu'elle a avec les autres. Donc il y a vraiment un apport de stimulation qui est très très important et qui n'est pas facile à gérer et qui est générateur d'anxiété en fait. Donc j'ai eu à gérer une anxiété permanente, une anxiété importante permanente. Dans le métier d'avocat, évidemment, c'est d'autant plus compliqué. Il y a déjà beaucoup de stress, des conflits. Donc, ma stratégie pour pouvoir gérer tout ça a été en fait de mettre une carapace, de vraiment me protéger et de me suradapter au milieu dans lequel j'étais et aux personnes avec qui j'étais en relation pour pouvoir me sentir plus en sécurité. Pour pouvoir survivre, en fait. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Merci Séverine. Je vais proposer à Aude de nous dire comment s'est matérialisée justement ton hypersensibilité et toi, quelle stratégie tu as mis en œuvre pour dépasser cette super émotivité. Oui. Alors moi, je vais reprendre un mot que tu as dit, Séverine, c'est adaptation et suradaptation. Donc moi, j'ai évolué quand même pendant plus de 15 ans dans un monde du travail qui était le secteur de l'immobilier, donc un secteur très compétitif et concurrentiel. Et c'est vrai que je ne comprenais pas vraiment pourquoi je me sentais autant en décalage. Et je me disais que c'est sans doute moi qui devais avoir un problème. Donc vraiment, j'ai essayé de me conformer pendant de nombreuses années, essayer de rentrer dans les cases dans lesquelles on essayait de me mettre, mais au prix de l'anxiété, comme disait Séverine, et surtout pour moi d'une grande fatigue. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi j'étais constamment fatiguée et usée à l'issue de la journée. Voilà. Donc une stratégie de défense, d'adaptation, oui, de dont je n'avais pas conscience, bien sûr, mais qui était ça. Voilà, se conformer, se forcer, se contrôler et essayer de faire comme tout le monde. C'est ça, la norme, la fameuse. Frédéric, est-ce que tu veux bien prendre le relais et nous parler de tes peurs et de tes modes de fonctionnement ? Ah oui, moi je retrouve beaucoup de choses dans ce qui a déjà été dit. Moi, j'ai un parcours d'énormément d'échecs scolaires répétitifs, avec l'impression finalement, je ne dois pas être très malin, sinon je réussirais. Et un autre phénomène très très particulier dans ma vie, c'est l'absence complète de codes sociaux. Pour moi, dire bonjour à quelqu'un, c'est quelque chose qui est à construire, c'est pas quelque chose qui est logique. Et donc, j'ai dû aussi effectivement construire une carapace pour pouvoir m'adapter et être intégré dans un système qui attendait plein de choses de moi que je ne comprenais pas très bien. Donc voilà, ça a été aussi beaucoup de procrastination, parce que mon système interne nécessite qu'il me reste juste assez le temps qu'il faut pour faire les choses. Et comme c'était inacceptable d'attendre 20 minutes avant quelque chose pour seulement s'y lancer, pendant des années, je me suis lancé des heures et des mois et des semaines à l'avance à faire des choses que je ne faisais finalement pas, puisque c'était beaucoup trop tôt pour mon système. Donc voilà, énormément de se mettre dans une situation qui n'était pas moi. Et peut-être de la fatigue, mais très peu de conscience de tout ça. Et certainement, dans l'autre sens, le développement du coup d'hypercapacité liée à cette adaptabilité. Voilà. Ça, c'est le trésor, justement, de l'adaptation. On en reparlera. Toi, Pauline, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette période d'errance et qu'as-tu fait pour dissimuler ta singularité ? Je crois que je n'ai pas su la dissimuler, en fait. En fait, j'ai découvert le TDAH il y a que 1 an, donc à 47 ans. Mais
j'ai réalisé en faisant un petit rewind là sur l'ensemble de ma vie, que tant que j'ai pas retrouvé ma place, et depuis peu de temps je la trouve, j'ai vraiment dû essayer de m'adapter, mais j'ai plutôt été d'échec en échec. Il a vraiment fallu que je comprenne le fait d'avoir un trouble de l'attention, comment je fonctionnais, pour justement mettre mes fonctionnements, une organisation, et surtout ne pas me mettre dans des situations qui sont inconfortables pour moi. Mais jusqu'à il y a 1 an, j'ai été dans des situations ou dans des emplois qui me correspondaient pas, parce que je persistais à essayer de rentrer dans ce moule. Et j'étais en train de devenir une tarte, en fait. Ah, voilà. C'est ça. Ça ne rentrait pas, il fallait juste changer le moule. C'est ça, tout à fait. Très bien, merci Pauline. Mathieu, tu veux bien nous partager ton expérience? Bien sûr. La chance que j'ai est le début de ma vie qui est un peu chaotique. C'est-à-dire que j'ai été adopté à l'âge d'1 an et demi. Et donc, je suis né en Roumanie, d'une maman roumaine et d'un papa russe soldat qui passait par là. Et j'ai été adopté par une maman flamande et un papa wallon. Et on a toujours vécu à Bruxelles. Donc, en fait, tout ce petit Capharnaüm m'a jamais vraiment montré d'ancrage ou de choses très, très logiques. Et donc, j'ai toujours entendu, et je reprends peut-être ce que Frédéric disait au niveau du scolaire, hein. J'ai toujours entendu dans mes études peut faire mieux, peut s'améliorer, a des grandes capacités, mais pourtant, j'avais toujours la moyenne. Donc, j'ai voulu me rattraper à partir de ma vie professionnelle, et c'est là que je dirais explosé ma créativité. Donc, j'ai successivement pris des postes une petite ASBL flamande à Leuven, où j'étais dans le staff. Ensuite, je suis devenu chasseur de tête, et puis j'ai travaillé dans le pain quotidien en tant qu'assistant manager, et puis j'ai été banquier, et puis je suis passé consultant, puis j'ai été indépendant pour des petites PME ici en Belgique qui vendent du yaourt et des compléments alimentaires. Et puis je suis revenu à mon amour de consultance, parce que finalement c'est le rôle où je me retrouve le plus. Et j'ai réussi à duper tout le monde au sein de mon parcours professionnel avec ce sourire qui fonctionne toujours, et voilà, j'espère qu'il continuera à fonctionner. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans ta stratégie, il y a le syndrome de l'imposteur? Mais est-ce que je suis le seul à l'avoir? C'est ça la question. Bien sûr que non. Merci Mathieu. Et puis, last but not the least, je me tourne vers Émilie. Tu as grandi dans un environnement où la dyslexie était synonyme de dysfonctionnement. Toi aussi, donc ton système de défense? Oui, moi j'ai grandi en apprenant que j'étais complètement dysfonctionnante, et donc je devais faire beaucoup d'efforts. Ma vie, ça a été faire des efforts en permanence. Et pour illustrer le mieux ça, j'étais un poisson dans un arbre à qui on a encouragé à attraper les branches et à faire encore mieux. Et puis je voyais tous les singes autour de moi hyper agiles, et je me disais mais comment font-ils? Qu'est-ce que je dois faire encore? Jusqu'à ce qu'un jour je comprenne que j'ai rien à faire dans un arbre et que je fonctionne beaucoup mieux dans l'eau. Et j'ai fini par être un poisson déguisé en singe. Et ça a été sans doute ce fameux syndrome de l'imposteur qui a longtemps été présent et qui aujourd'hui a encore des petits sursauts, parce que ça reste, mais néanmoins aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus équilibré d'être dans l'eau et parfois dans l'arbre, puisque tant qu'à faire, comme j'ai appris à grimper dessus, autant y retourner de temps en temps. Ah bien sûr. Et c'est ça, encore une fois, la clé du bonheur. C'est de finalement s'arrêter sur un parcours chaotique, mais voir ce qu'on a pu en apprendre et aller à la recherche du reste. Mais si je résume un petit peu, on va parler donc pour l'instant de stratégie, de conscientisation maintenant, mais avant on est dans l'inconscient total, on s'adapte, suradaptation, carapace et j'en passe. Découvrez la suite des fêlés de la table ronde avec la séquence numéro 3 consacrée à la conscientisation du cadre.